Bonjour, c'est la deuxième partie de la séance 8 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Patna 2. Dans cette partie, ou dans cette présentation, on va parler des systèmes complets et l'utilisation de ces systèmes dans le calcul des probabilités. On commence par la définition. Donc, un système complet d'événements dans un espace probabilisé est une partition de l'ensemble fondamental oméga par des événements A1, A2, etc. jusqu'à A1. Tous de probabilité non nulle. En d'autres termes, les événements A1, A2 jusqu'à A1 forment un système complet. Donc ici, il n'y a pas S, bien sûr. Si les conditions suivantes sont vérifiées. Donc, trois conditions. La première condition, c'est que la probabilité de chacun de ces événements est non nulle, supérieure strictement à 0. Deuxièmement, l'intersection de deux événements quelconques formant le système, l'intersection est vide. Troisièmement, l'union de ces événements couvre oméga, c'est-à-dire oméga est égal à l'union de ces événements. C'est-à-dire si on prend un élément quelconque de oméga, il appartient nécessairement à l'un de ces n événements. Considère un exemple simple. Par exemple, dans l'expérience du G d'un D, on a vu que l'ensemble fondamental est formé de l'ensemble des nombres de 1 à 6. Si on considère ces trois événements, l'événement 1, 2, l'événement 3, 4, 5 et l'événement 6, ces trois événements forment un système complet de l'ensemble fondamental oméga qui est formé des 6 nombres de 1 à 6. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont vérifiées, les trois conditions. Premièrement, la probabilité de chacun de ces trois événements est non nulle, bien sûr, parce que la probabilité de 1, 2, c'est 2 divisé par 6. Ici, la probabilité de cet événement, c'est 3 divisé par 6. Et la probabilité de cet événement, composé d'un seul élément, c'est 1 sur 6. Donc, la première condition. Et vérifier la deuxième condition, il n'y a pas d'intersection entre deux quelconques de ces événements. L'intersection entre cet événement et cet événement, c'est l'ensemble vide, puisqu'il n'y a pas un élément qui appartient aux deux événements à la fois. La même chose pour cet événement et cet événement. Et enfin, la même chose pour cet événement et cet événement. Donc la deuxième condition est vérifiée. Il n'y a pas d'intersection non vide entre deux quelconques de ces événements. La troisième condition, enfin, ces trois événements couvrent cet ensemble, c'est-à-dire l'union de ces trois événements est égale à oméga. En d'autres termes, si on considère un élément quelconque de cet ensemble, c'est-à-dire un numéro de 1 à 6, si on considère un numéro quelconque, alors il appartient forcément à l'une de ces trois ensembles. Il appartient ici, ou ici, ou ici, forcément. On illustre cette partition par le diagramme suivant. Donc, on a l'ensemble représenté ici, chiffre, et on a décomposé cet ensemble oméga en trois parties. Voilà la première partie, la deuxième et la troisième. Et ces trois parties forment un système complet en termes de probabilité parce qu'il vérifie les trois conditions. Un deuxième exemple, si on considère maintenant l'expérience du lancer de deux dés en même temps. Donc on a D1 et D numéro 2. Un résultat possible dans cette expérience est formé
des résultats donnés par le premier dé et des résultats donnés par le deuxième dé. Le résultat du premier dé est un nombre de 1 à 6 et le résultat du deuxième dé est également un nombre entre 1 et 6. Donc, un résultat possible est un couple. C'est un couple formé, un couple ordonné, bien sûr, formé de deux nombres. Chaque nombre est compris entre 1 et 6. Donc ici, dans cette expérience de G de 2D, combien on a de résultats? On a 6 fois 6. Donc on a 36 résultats possibles. Donc oméga, dans ce cas, est formé de 36 éléments. C'est un espace fini, équiprobable, dont le nombre d'éléments est égal à 36. Bien sûr. On considère les événements A et B. A est l'événement correspondant à la somme des résultats des 2D est un nombre pair. Donc, P et Q appartient à l'événement A, C, la somme P plus R et pair, pardon. Un résultat P, R appartient à l'événement A, C, la somme des résultats du premier G et des résultats du deuxième G est un nombre pair. L'autre événement B, formé des couples pour lesquels la somme est un nombre impair. Bien sûr, ces deux événements forment un système complet dans cette expérience parce que les trois conditions sont vérifiées. Okay. Bien sûr, parce que A est formé de plusieurs éléments, donc la probabilité de A est non nulle. Également, B est formé de plusieurs éléments, donc la probabilité de B est non nulle. Il n'y a pas d'intersection entre A, l'événement, et l'événement B, parce que si la somme est paire, il ne peut pas être impair en même temps. Donc l'intersection A inter B, c'est la somme vide. Et 12 et troisièmement, la troisième condition, si on prend un couple quelconque, un résultat possible quelconque, c'est-à-dire un élément de oméga, il appartient forcément soit à A, soit à B. Bien sûr, la somme P plus R est soit pair, donc appartient à 1, sinon il est impair, donc appartient à B. Donc, ces deux événements dans cette expérience de G de 2D forment un système complet de l'ensemble fondamental oméga. Maintenant, on donne une formule très importante utilisée dans le calcul des probabilités, appelée formule des probabilités totales. Qu'est-ce qu'elle dit cette formule? Elle dit le résultat ou la chose suivante. Donc si on a un système complet A1, A2, A1, donc un système complet formé de n événements, alors si on prend un événement quelconque A, alors la probabilité de A est la somme de ces probabilités. On a deux formules ici. La première formule, la probabilité de A est égale à la probabilité de l'intersection de A avec A1 plus la probabilité de l'intersection de A avec A2 plus la probabilité de l'intersection de A avec A3, etc. plus jusqu'à la probabilité de l'intersection de A avec A1. Donc c'est cette première formule. Maintenant, à partir de cette formule, en utilisant la formule des probabilités composées qui nous donne la probabilité d'une intersection en fonction des probabilités conditionnelles, on obtient la deuxième formule. Donc la probabilité de A inter A1 est égale à la probabilité de A sachant A1 fois la probabilité de A1. La probabilité de l'intersection A inter A2, c'est P de A sachant A2 fois P de A2. Donc c'est ici, etc. On continue avec la probabilité de l'intersection de A avec A3, la probabilité de l'intersection A avec A4, jusqu'à la probabilité de l'intersection de A avec A1. On obtient donc cette deuxième formule. Donc cette formule est utilisée lorsqu'on nous donne dans les hypothèses des probabilités des intersections. Et cette deuxième formule est utilisée lorsqu'on
dans les hypothèses, on nous donne les probabilités conditionnelles. OK. Un cas particulier très important, si le système complet est formé de deux événements quelconques, donc forcément de A et de son complémentaire A bar, alors on aura cette formule. Donc P de A, P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Et bien sûr, on peut développer cette deuxième expression en utilisant les propriétés conditionnelles, P de B inter A. Si P de B sachant A fois P de A, ça la propriété de l'intersection, et ça devient P de B sachant A bar fois P de A bar. Donc, soit on utilise cette formule, si on nous demande de calculer B par exemple, en nous donnant les probabilités des intersections, soit on utilise la deuxième formule, qui utilise des propriétés conditionnelles, à savoir que P de B est égal à P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Ici, c'est une illustration comment montrer que P de B est égal à cette somme. Bien sûr, parce que si A est un événement quelconque, donc A et A bar, c'est un système complet. Alors B est divisé en deux parties disjointes. La première partie, c'est B inter A, la deuxième partie, c'est B inter A bar. Donc deux événements dont l'intersection est vide. Alors on utilise la propriété de la probabilité. Donc P de B, c'est P de l'union de ça et ça. Et puisque l'intersection de ces deux événements est vide, alors ça donne la somme. P de B inter A plus P de B inter A bar. Utilisation d'un diagramme arborescent pour illustrer les probabilités conditionnelles. Donc on donne un exemple, comment on utilise un diagramme arborescent pour calculer les probabilités conditionnelles ou pour utiliser les probabilités conditionnelles. Donc on considère l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, dans certaines stations-service, 40% des clients utilisent de l'essence ordinaire. Donc cet événement, on le note A1. Si on prend une personne au hasard, s'il utilise de l'essence ordinaire, ça correspond à l'événement A1. 35% utilisent de super, donc c'est l'événement A2. Et 25% utilisent de l'essence sans plomb, c'est l'événement A3. Parmi les clients utilisant de l'essence ordinaire, seuls 30% remplissent leur réservoir. Donc là, c'est une propriété conditionnelle. L'événement B ici, c'est l'événement qui correspond au remplissage du réservoir. Donc, on prend l'événement, si on prend un client hasard, l'événement B correspond à ce que ce client remplit son réservoir. Donc, l'événement B correspond au remplissage des réservoirs. 60% des clients utilisant le super, donc ici, voilà, donc ici, 60% des clients utilisant le super remplissent leur réservoir. Donc ici aussi, c'est propriété conditionnelle. Sachant qu'un client utilise le super, la probabilité qu'il remplisse son réservoir est de 0,5 ou de 50%. Voilà, donc ça sont des propriétés conditionnelles. Et on se propose de calculer les probabilités suivantes. Donc, petit a, quelle est la probabilité que le prochain client demande du super et remplisse le réservoir? Donc, on prend un client au hasard et on est intéressé par la probabilité de l'événement A2 inter B. A2, le client choisit le super et B, le client remplit son réservoir. Donc, c'est la probabilité de l'intersection de deux événements.
La deuxième probabilité, quelle est la probabilité que le prochain client remplisse le réservoir? Donc ici, le client remplisse le réservoir, ça correspond à l'événement B. Le remplissage du réservoir donne l'événement B. Et enfin, c'est si le prochain client remplit le réservoir, donc ici, sachant que le client remplit son réservoir, donc sachant l'événement B, ici, sachant l'événement B, quelle est la probabilité qu'il ait choisi de licence ordinaire? Le CPR ou licence sans plan. Donc ici, sont des probabilités conditionnelles. Les probabilités, donc c'est la probabilité A1 sachant B, probabilité A2 sachant B, la probabilité A3 sachant B. Donc ça, c'est, on nous demande de calculer des probabilités conditionnelles. Ici, pour résoudre cet exercice, on donne une méthode dite la méthode de l'arbre arborescent. En quoi consiste cette méthode? Consiste en la partition de l'ensemble fondamental en des événements selon un système complet. Ici, le système complet, on commence, donc le système complet, c'est A1, A2, A3. Donc le système complet est complet de 3 événements. Bien sûr, parce que ces 3 événements forment un système complet. Parce que ces 3 événements vérifient les 3 conditions. Bien sûr. Un client, premièrement, la première condition. La probabilité A1, A2 ou de A3 est non nulle parce qu'un client, forcément, il remplit son réservoir. Il y a des clients qui remplissent, parce qu'il y a un pourcentage qui remplissent les réservoirs par licence ordinaire, avec la probabilité, le pourcentage est 40%, donc la probabilité de A1, c'est 0,4. Il y a des clients qui utilisent l'ordinaire, leur pourcentage est 25 et 35%, donc la pi de A2 c'est 0,35 et le reste c'est 25%, donc pi de A3 c'est 0,25. Donc la probabilité de chacun de ces 3 événements est non nulle. Deuxièmement, l'intersection. Il n'y a pas d'intersection entre ces 3 événements parce que un client quelconque remplit son réservoir par l'un de ces 3. Il ne peut pas remplir son réservoir par les 2 à la fois. Ok, donc la deuxième condition. Et enfin, la troisième condition, l'union de ces 3 événements donne oméga. Bien sûr, un client remplit forcément son réservoir par l'un de ces 3 genres d'essence. Ok, donc ça c'est un système complet. Voilà donc, on utilise ce diagramme. Donc oméga, on la divise en 3 événements. A1, A2, A3. Ensuite, le deuxième événement ici, c'est B. Si on considère B, B bar, ils sont complémentaires. C'est un système complet, aussi B. On divise A1 en 2 parties. Les éléments de A1 qui vérifient B, c'est-à-dire le pourcentage de B par rapport à A1, c'est-à-dire le pourcentage de B inter A1 par rapport à A1, ou en d'autres termes, 0,3, c'est la probabilité conditionnelle de B sachant A1. Donc ici, 0,3, c'est P de B sachant A1. La même chose pour cette branche. Là, 0,6, c'est la proportion, ou c'est la probabilité conditionnelle de B sachant A2. Ici, c'est la probabilité conditionnelle de B sachant A3. Donc, on lit ce diagramme comme ça. Déjà, à partir de ces données, on peut calculer les probabilités des intersections. P de A1 inter B, en utilisant la formule des probabilités conditionnelles. P de A1 inter B, c'est P de B sachant A1 fois P de A1. Donc, P de A1 inter B, c'est 0,3 fois 0,4. On peut la calculer. La même chose pour la probabilité de l'intersection de B inter A2 et B inter A3. OK. Cette branche, c'est quoi? Cette branche, c'est le complémentaire de cette branche. La somme doit être égale à 1.
Ça, c'est la propriété conditionnelle. C'est P de B bar sachant A1. On a une formule qui nous dit que P de B sachant A plus P de B bar sachant le même A est égal à 1. Donc ici, c'est pour obtenir la probabilité conditionnelle ici, c'est 1 moins 0,3, c'est 0,7. Ici, c'est 0,4 et ici, c'est 0,5. Après avoir rempli ou complété ce diagramme, on peut calculer toutes les probabilités demandées. On va voir ça. Maintenant, pour calculer P de A2 inter B, la première question. Donc, P de A2, ici, inter B. Donc, bien sûr, P de A2 inter B, en utilisant la formule des propriétés composées, c'est P de B sachant A2 qui est 0,6 fois P de A2. Donc ici, P de B inter A2, c'est 0,6 fois 0,35. Ici, la même chose. Pour calculer maintenant P de B, deuxième question, petit b, P de B. P de B, ici, P de B, on utilise le système complet A1. P de B, c'est P de B inter A1, qu'on a calculé ici, plus P de B inter A2 qu'on a calculé ici, c'est le produit, P de B inter A3. Donc P de B, c'est 0,3 fois 0,4, plus 0,6 fois 0,35, plus 0,5 fois, plus 0,5 fois 0,25. Ok. La troisième question maintenant. Si remplit le réservoir, c'est-à-dire sachant la probabilité B, quelle est la probabilité qu'il choisit soit A1, soit A2. Donc ici, c'est une probabilité conditionnelle. Ici, la probabilité C, petit c, c'est P de A1 sachant B, ou P de A2 sachant B, ou P de A3 sachant B. Ici, la même chose. Ici, on utilise la définition. P de A1 sachant B, c'est P de A1 inter B qu'on a calculé ici, divisé par P de B, qu'on a déjà calculé. La même chose pour A2 et pour A3. Donc, on a développé les calculs ici. OK. Voilà, donc P de B, ce que je viens d'expliquer. Ici, voilà. OK, OK. Voilà, donc, formule de base. Pour la séance prochaine, on va expliquer l'utilisation d'une formule très importante appelée la formule de base. La formule de base, expliquée ici, c'est la formule qui nous permet de calculer la probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à sachant notre événement, en inversant les rôles des deux événements. Ok, ici, on calcule A sachant B, en utilisant P de B sachant A. Donc, les rôles sont inversés. Ok, ici, A a pris la place de B et B a pris la place de A. Donc, cette formule est très importante dans le calcul des probabilités. On va voir ça la séance prochaine. Merci de votre écoute.